C'est une journée où on va manier, si je puis dire, des idées, des concepts avec lesquels on a le droit parfois de ne pas être à l'aise. On a le droit d'avoir des doutes, on a le droit, c'est même conseillé parfois, de se questionner et de chercher encore une réponse ou des positionnements. Voilà, donc pour continuer ce temps d'introduction et aller de plus en plus loin dans le sujet, on va vous proposer un temps avec différentes prises de parole successives pour définir et comprendre et poser, j'ai envie d'ajouter, les grands enjeux éthiques sur ce thème de la vie affective et sexuelle des personnes vulnérables. Et pour cela, je vais appeler à me rejoindre et à s'installer ici. Je vais appeler Jean-Marc Lemoine pour l'association Hold Up, Noémie Nolo, qui est conseillère autonomie auprès de l'ARS des Pays de la Loire, membre du conseil du CCNE et du CNCPH. Et puis enfin, Alain Giamy, directeur de recherche émérite à l'INSERM et vice-président aussi de l'association internationale, je ne le dis pas en anglais parce que mon accent est pourri, de l'association internationale des droits, si j'arrive à traduire, à la sexualité. Voilà, merci à vous de me rejoindre, de vous installer. Moi, je me mets là et puis vous allez vous succéder au pupitre, je crois. Et on va commencer avec vous, Alain Giamy. Je crois que c'est vous qui parlez en premier au pupitre. Monsieur Giamy, nous vous écoutons. Bonjour, merci de m'avoir invité à venir échanger quelques idées avec vous aujourd'hui. Je commencerai par une citation de Michel Foucault sur la parésia, qui est se dire vrai, courageux, qui vise à transformer le mode d'être de son interlocuteur afin qu'il apprenne à se soucier correctement de lui-même. Ma posture, si vous voulez, il faut dire quand même de quel lieu on parle. Donc, je suis un chercheur, c'est-à-dire que je ne suis pas engagé directement dans le soin ou dans l'accompagnement. Donc c'est un point de vue qui est différent de celui des professionnels, des parents, des acteurs, de leurs associations. Le point de vue des acteurs qui a émergé au cours des 50 dernières années avec la création de l'association des handicapés méchants, hein, qui avait commencé donc à exprimer la voix des personnes concernées. Donc c'est un déplacement du point de vue qui est fondé sur une forme de réflexivité, donc réfléchir sur ce qu'on fait, et de distanciation par rapport à la pratique, donc de poser des questions plutôt que d'élaborer des normes. C'est plutôt un regard interrogatif qu'un regard normatif qui va édicter des règles et qui n'est pas justement dans l'urgence de l'action et de l'intervention, qui est quand même la base du travail d'accompagnement. Donc c'est un regard psychosociologique, anthropologique, ethnographique, qui prend en compte la subjectivité de tous les acteurs, qu'ils soient personnes concernées, professionnelles ou familles ou autres d'ailleurs, même quand on n'est pas concerné par ces questions, on est toujours concerné par la question du vieillissement et des déficiences. Donc voilà, avec aussi la liberté que me donne cette position de formuler des propositions utopiques. Hein. Donc, je suis un enfant de mai 68, un adolescent de mai 68. Prenez vos désirs pour des réalités. Alors, les questions éthiques donc, qui nous interpellent aujourd'hui, donc peut-être les rappeler. Donc, le premier principe, c'est la bienfaisance, donc faire du bien. Améliorer, donc d'un point de vue médical plus restreint, c'est améliorer la santé du patient, la non-malfaisance ou la non-maléficence en anglais, qui est au minimum ne pas nuire, qui est le premier principe du serment d'Hippocrate, primum non nocere, c'est plus chic en latin. Il y a la question de la justice sociale, et même depuis quelques semaines, la justice sexuelle, qui est une nouvelle déclaration qui a été élaborée par l'Association mondiale pour la santé sexuelle, hein, qui défend aussi les droits sexuels. Donc il y a l'idée de la justice sexuelle, qui est une idée qui va, j'en suis persuadé, se développer, et le respect de l'autonomie du patient. Sauf que la question de l'autonomie, c'est un point de vue, je dirais, de l'éthique anglo-saxonne médicale, et que l'éthique européenne et française en particulier prend en compte la question de la dignité des personnes. Le Conseil d'État parlait de la dignité de la personne humaine, qui figure aussi donc, en préambule de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, que la dignité, c'est ce qui est inhérent au fait d'être humain. Sauf qu'en France, la dignité est un concept, comment dirais-je, controversé. Il y a différentes définitions contradictoires de la dignité. Vous avez d'un côté
ceux qui plaident, par exemple, pour le droit à mourir dans la dignité, c'est-à-dire qui demandent à ce que la dignité de la personne s'exerce comme propriété de son corps et de son existence. Et vous avez une autre conception selon laquelle l'humain n'est pas propriétaire de son corps. La non-patrimonialité du corps humain, ce qui fait qu'on n'a pas le droit de vouloir sa mort, on n'a pas le droit de se prostituer, on n'a pas le droit de vendre ses organes, ou de choses. On n'est pas propriétaire de son corps, et in fine, le corps humain, c'est le corps du Christ, qui a déjà été suffisamment mutilé. Regardez les tableaux qui représentent Saint-Sébastien, et on n'a pas besoin d'en rajouter. Je rajouterai la notion de bien-être dont il a été fait question ce matin là, par le représentant de l'ARS, et notamment la définition de l'OMS, qui fait que la santé et le bien-être sont indissociables depuis 1946, depuis le préambule de la constitution de l'OMS, et donc l'état de complet bien-être physique, mental et social, qui ne consiste pas seulement en une absence de maladie et d'infirmité. Alors, dans cette perspective justement un peu éthique, on a deux types de conceptions qui portent sur qui concernent la sexualité. Donc on a les conceptions négatives de la sexualité et les conceptions positives de la sexualité. Et donc celles qui sont négatives sont celles qui acceptent de restreindre les droits et les libertés de l'expression sexuelle individuelle, de limiter l'autonomie des personnes vivant avec le VIH, à prendre leurs propres décisions concernant l'accès aux services de santé sexuelle, l'accès aux services de santé sexuelle, de limiter leur capacité à se positionner en tant qu'être sexuel et contribuer à des stéréotypes pathologiques de la sexualité qui désexualisent les personnes handicapées mentales et, je dirais, les personnes âgées. Je crois que le premier obstacle à l'expression de la sexualité des personnes, c'est qu'on considère qu'elles n'ont pas de sexualité. C'est-à-dire pour les vieux qui sont exclus de la sexualité et pour les autres qui n'y sont pas encore entrés. Si vous voulez. Donc, on le voit. Les perspectives donc, sex-positives sont celles qui soutiennent les politiques et les pratiques visant à l'amélioration des capacités sexuelles des personnes qui vivent avec le sida, notamment, y compris l'amélioration de leur accès à l'éducation sexuelle, la promotion des services de santé sexuelle financés par l'État pour tous les adultes ayant des capacités. Au Canada, on dit des capacités, on ne dit pas des incapacités, parce que ce texte est traduit de l'anglais canadien, si vous voulez. C'est la différence avec la métropole, des capacités, donc l'expression des diverses sexualités et des diverses expressions de la sexualité comme faisant partie intégrante de l'éducation sexuelle et comme faisant partie intégrante de la citoyenneté sexuelle. Et ces questions sont importantes parce que la sexualité entre de plein pied dans le fait d'être un citoyen adulte avec des droits, justement. Donc nous avons conceptualisé la citoyenneté sexuelle, à l'instar d'une auteure britannique, comme englobant l'accès aux droits accordés ou refusés à différents groupes sur la base de la sexualité, y compris, mais sans s'y limiter, à l'expression de l'identité sexuelle. Ce texte vient d'être publié il y a quelques semaines donc, dans la revue américaine Archives of Sexual Behavior. Alors, la sexualité, c'est pas du consensus. Je crois qu'il faut voir. D'une part, chacun a sa propre théorie personnelle de la sexualité. On n'est pas toujours d'accord avec les partenaires qu'on rencontre et tous les problèmes liés au consentement viennent du fait qu'il y a des malentendus et qu'on n'est pas d'accord sur le fond de ce qu'on doit faire, de ce qu'on doit penser ou de ce qu'on doit demander ou tenu pour acquis. Donc d'un côté, et au plan culturel, on a donc pour parler comme Michel Foucault, actuellement, il y a deux régimes de vérité de la sexualité. Le premier régime, c'est celui de la santé, et notamment de la santé sexuelle, c'est-à-dire ce qui donne aux idées de la sexualité leur fondement et leur légitimité. Et le deuxième, c'est la question des droits humains, des droits sexuels. Donc, la santé est bonne pour la sexualité est bonne pour la santé et améliore la qualité de vie. Une bonne santé favorise une vie sexuelle épanouie. La santé sexuelle est un élément du bien-être.
Donc, à l'inverse, on considère que les maladies chroniques, les handicaps, le vieillissement altèrent la vie sexuelle et la poursuite de l'activité sexuelle augmente la longévité et l'espérance de vie. Toutes ces formulations sont fondées sur la science. Je veux dire, il y a des milliers de publications qui appuient, c'est pas mon délire ou mes fantasmes sexuels personnels, c'est des publications. Et vous pouvez les trouver. Et je donnerai juste un exemple sur ces questions, l'exemple de la masturbation. Jusqu'au milieu des années 60, la masturbation était la mère ou le père de toutes les maladies mentales, physiques, sociales, dégénératives, etc. On devenait sourd, aveugle, muet, incapable de reproduire, etc. Depuis quelques années, un article du British Medical Journal a rappelé que pour la prévention du cancer de la prostate, il fallait produire 20 éjaculats par mois, que ce soit par autosatisfaction ou dans le cadre de rapports sexuels ou par tout autre moyen possible et imaginable. Mais imaginez 20 éjaculats par mois, alors que la moyenne des rapports sexuels en population générale est de 8 rapports sexuels par mois, c'est-à-dire 2 fois par semaine. Donc on le voit comment des éléments libérateurs sur la liberté sexuelle, quand ils sont remédicalisés, peuvent se transformer en contraintes, si vous voulez, pour le bien de la santé. C'est-à-dire la santé est la valeur suprême. Et vous savez que dans d'autres langues, la santé, c'est le même mot que le salut. Donc, alors, l'autre régime de vérité, c'est les libertés et les droits sexuels. Donc la sexualité est au fondement des identités, des subjectivités et de la dignité humaine. Donc toutes les communautés, si vous voulez, fondées sur les orientations sexuelles, les identités de genre ou les types de relations ou même l'absence de sexualité, la communauté des asexuels, qui est devenue justement une communauté et donc une identité. Donc donc c'est la sexualité qui va devenir le fondement des identités, contrairement à quelques années auparavant où c'était la classe sociale qui était au fondement, je veux dire, l'identité de la classe ouvrière, si vous voulez. Donc on voit bien qu'il y a des glissements. Donc la sexualité est un droit humain, un droit de l'homme. Le consentement est devenu le critère fondamental de légitimité des actes et des relations sexuelles. Et donc, on ne peut plus imaginer une activité sexuelle partenariale sans le consentement, comme on dirait en médecine, libre, éclairé et express du partenaire. Donc on le voit, et les conceptions du consentement vont non seulement sur les actes, mais sur les paroles. Jusqu'à quel point est-ce qu'on peut envahir, si vous voulez, l'espace de privacité, l'espace privé des personnes. Et donc, toutes ces questions donc, apparaissent comme centrales dans... Alors, je rappelle effectivement ce qui a été rappelé ce matin, donc la définition de la santé sexuelle de l'OMS, qui a commencé en 1974, mais qui est restée dans les placards de l'OMS. Les archives de cette réunion de 1974 ont été détruites, on ne les trouve plus au siège de l'OMS, donc on ne sait plus comment ça a commencé, mais en 2006, l'OMS a repris donc, cette définition qui a été donnée donc, ce matin, je ne vais pas la redire. Et pour envisager justement ces questions, donc pour comprendre un peu les questions de sexualité et handicap, je dirais j'ai construit un dispositif en 4 dimensions, à partir évidemment des travaux que j'ai effectués. Mais je dis tout de suite que mes travaux ont eu des limites, ont une limite principale, c'est que je n'ai jamais travaillé avec les personnes elles-mêmes. Pour tout un tas de raisons personnelles et scientifiques, mais que la jeune génération des sociologues et anthropologues qui travaillent sur le handicap et la sexualité, comme Lucie Nayac ou Jennifer Fournier, elles ont travaillé justement avec les personnes, ont donné la voix avec les personnes. Mais il me semblait important, pour comprendre ces questions, justement, de travailler sur les entourages, parce que finalement, ça pose la question de savoir qu'est-ce que le handicap ? Et ma réponse brutale, c'est le handicap, c'est nous. C'est nous qui créons, nous, en tant qu'acteurs individuels, acteurs collectifs, institutionnels, qui créons les obstacles à l'épanouissement, disons, des personnes. D'une part,
avec les représentations qui sont toujours clivées, avec d'un côté le monstre qu'il faut éliminer donc à la naissance, ou l'enfant éternel qu'il faut continuer à protéger et surprotéger, et d'autre part, sur la question de la sexualité, l'opposition entre l'image de la bête à la sexualité incontrôlable et débridée, ou celle de l'ange asexué, cette espèce d'enfant pré-freudien, on pourrait dire, à qui on dénie effectivement alors à qui on reconnaît une vie affective extrêmement débordante et importante, mais à qui on nie la possibilité même d'avoir des relations sexuelles. L'élément principal sur lequel je vais m'attarder, c'est ce qu'on peut appeler les organisations institutionnelles de la sexualité, c'est-à-dire une organisation telle qu'elle a été définie par Goffman, le sociologue américain. C'est une situation dans laquelle les logiques bureaucratiques et techniques s'imposent et ont la priorité par rapport aux besoins des personnes. C'est-à-dire que les besoins des personnes sont soumis aux exigences, aux diktats des techniciens, des gestionnaires et des politiques. Donc on le voit, il y a une contradiction qui est extrêmement importante, qui est dans la nature même du fait institutionnel. Et on le voit, donc qu'est-ce qui va caractériser une organisation institutionnelle de la sexualité? La séparation relative ou absolue avec le monde extérieur, la séparation selon des catégories et principalement la séparation entre les hommes et les femmes, hein, donc à des degrés divers. Hein. Je veux dire, l'exemple le plus important, c'est la prison, hein, où il y a des bâtiments pour les hommes et des bâtiments pour les femmes, mais les institutions déploient une créativité absolument exceptionnelle pour inventer des modes de séparation des hommes et des femmes, que ce soit dans des bâtiments différents, dans des étages différents, dans des chambres différentes, avec des horaires différents, les horaires où on peut recevoir dans sa chambre quelqu'un du même sexe ou quelqu'un du sexe différent. Et il est plus facile d'avoir des relations homosexuelles dans ce cas-là que des relations hétérosexuelles, parce que on sait bien que l'homosexualité n'est pas une sexualité, si vous voulez, parce qu'il n'y a pas le risque majeur de la procréation. Donc, les institutions sont en contradiction avec la forme la plus répandue de vie socio-sexuelle, le couple, c'est-à-dire qui concerne 80% de la population générale. Il y a des obstacles à la procréation, elle n'est pas favorisée, contrairement au monde extérieur. On favorise et on tolère la vie homosexuelle, la masturbation, la pornographie, la violence et les abus. La sexualité n'est pas niée, contrairement à ce qu'on dit. On ne parle que de ça. Croyez-moi, ça fait presque 40 ans que je vis, que je traîne dans ce milieu. On ne parle que de sexualité. Mais on a le sentiment qu'on n'en parle pas et que le discours qu'on tient n'a pas de prise sur le réel, si vous voulez. Et donc, j'espère que cette journée ne sera pas une journée supplémentaire où on aura l'impression qu'on n'a pas de prise sur le réel. Alors, on avait réalisé, donc, il se trouve que l'INSEE, l'Institut national de la statistique et des études économiques, est juste en face, là, j'étais surpris de me retrouver là, mais l'INSEE, qui dit qu'elle parle de nous, hein, qu'elle parle de vous, c'est ce qui est écrit sur le fronton de l'entrée, l'INSEE ne prend jamais en compte la sexualité. Il faut bien voir, dans les études de l'INSEE, il n'est jamais question de sexualité. Et en 1998, quand l'enquête a été lancée, on a dû se battre avec des gens de l'INED pour essayer d'inclure les questions de sexualité. Mais la seule façon qu'on a eue de pouvoir mesurer la pratique de relations hétérosexuelles, c'était à partir des gens qui déclaraient avoir eu un enfant. S'ils ont eu un enfant, c'est qu'ils ont eu au moins une fois dans leur vie un rapport hétérosexuel. Et c'est de façon indirecte qu'on a pu mesurer les pratiques sexuelles de façon démographique, hein, dans les institutions, de façon indirecte, ce qui montre que, y compris au niveau de l'INSEE, il y a un obstacle à la reconnaissance de la vie sexuelle des personnes qui vivent en institution. Donc, les relations socio-sexuelles, et notamment la vie en couple des personnes handicapées, sont nettement moins fréquentes en institution qu'en ménage, et a fortiori qu'elles ne le sont en population, enfin, par rapport à la population générale. Le célibat et les ruptures d'union légale sont nettement plus fréquentes au sein des établissements spécialisés. Les personnes vivant en institution ont eu moins souvent des enfants que celles qui vivent en ménage, quel que soit le type de déficience, c'est-à-dire qu'on soit handicapé moteur, mental ou
ou autres, sensoriels, l'effet de la vie en institution est massif sur l'absence de relations socio-sexuelles par rapport à la vie en ménage. C'est-à-dire que les données... Oui, je n'ai pas laissé le tableau parce que c'était compliqué. Les données donc, font apparaître que dans tous les cas, quel que soit le type de handicap, on a des scores inférieurs à ceux des handicapés qui vivent à la maison, et a fortiori par rapport à la population générale. Or, il se trouve que les personnes en situation de handicap qui vivent à la maison ont des scores qui se rapprochent beaucoup plus de la population générale qu'ils se rapprochent des autres, de leurs confrères, on pourrait dire, de leurs collègues handicapés, si vous voulez. Donc il y a un effet, si vous voulez, des institutions qui est massif sur ces questions-là. Alors, un autre aspect, si vous voulez, d'étude, c'est effectivement d'aller voir ce qui se passe dans les institutions, et j'espère et j'imagine que de telles institutions n'existent plus. Hein, c'est une institution. D'ailleurs, celle-ci n'existe plus. C'est pour ça que je peux en parler. Je dirais dans l'ouest de la France, mais c'était ailleurs. Une ancienne, une chartreuse, détruite pendant la Révolution, reconstruite, transformée en sanatorium, et au début des années 60, en établissement pour handicapés de la région parisienne. Hein, c'est-à-dire qu'à 500 km, hein, on les déporte. Et dans cette institution, donc, il y avait eu une fille qui s'était retrouvée enceinte, hein, non pas par la volonté du Saint-Esprit, mais par le fait d'avoir eu des relations avec un éducateur-chef de l'institution, et l'institution n'avait pas été suffisamment intelligente et n'avait pas réussi à provoquer un avortement. Donc la fille mineure, handicapée, dépendante, incapable, etc., s'est retrouvée enceinte et donc a donné naissance à un enfant qui, pour des raisons que je ne mentionnerai pas, il était évident que cet enfant était de cette personne-là, de l'éducateur-chef. Donc, procès aux assises, et on m'invite à travailler avec les équipes. L'équipe est meurtrie. Ils n'ont pas été capables de dénoncer cette affaire dont ils ont été témoins pendant des années. Et donc, il y a un malaise important dans l'organisation de la sexualité. Et justement, donc, ce qui apparaît justement dans ce travail qui a duré plusieurs mois avec les équipes, travail de groupe, on a donné la parole aux équipes, la sexualité dérange. Elle n'est pas à sa place dans l'institution et chez ces personnes. La sexualité existe, mais elle est cachée, taboue. On dissimule les relations de couple. Elle s'exprime de façon plus visible dans la section qui accueille des arriérés profonds, sous forme d'expression des pulsions. La masturbation, faut-il la tolérer en public ou en privé? Les couples, est-ce qu'on doit les accepter, les tolérer? Et les relations homosexuelles existent et sont controversées. Donc, on le voit bien, il y a une difficulté de la part des professionnels, et pour ma part, je dirais que une des difficultés principales, c'est l'absence de formation de la majorité des professionnels par rapport aux questions de sexualité. Il n'est pas question de transformer tous les éducateurs ou tous les assistants médicaux, sociaux, etc., en sexologues, mais d'avoir une sensibilité minimale aux questions de sexualité semble encore ne pas être la chose la plus importante. Alors, pour parler des vieux, hein, pour parler comme le conseil autoproclamé de la vieille, les vieilles et les vieux, hein, on n'est pas des seniors, on est des vieux et des vieilles, hein, j'en fais partie. À la suite de l'étude, Les Fossoyeurs, il y avait eu un rapport de l'IGAS, l'administration centrale, sur ces questions-là. Et vous savez, quand c'est en PDF, vous pouvez chercher les mots, hein, ça prend 2 minutes. Hein, vous tapez sexualité, hop, sexualité n'apparaît jamais. Dans le rapport de l'IGAS, la sexualité n'apparaît jamais. Les vieux et les vieilles sont des tubes dans lesquels on fait rentrer de la nourriture et par lesquels sortent des excréments. Et donc, il faut gérer le passage de la nourriture, des quantités de nourriture, des calories, des vitamines, etc., à la gestion des excréments, les couches, la toilette, etc. Donc les personnes sont déshumanisées et sont réduites à leur capacité de tube digestif. La question de la sexualité, qui est je veux dire, il n'est pas question de transformer les institutions en maisons closes, hein, c'est-à-dire qu'elles sont déjà des maisons closes, mais ça a un autre sens, si vous voulez. Donc la question est,
que penser de ce rapport, si vous voulez, qui finalement ne fait que reproduire ce qu'il dénonce. Voilà. Pour conclure, si vous voulez, donc alors, il y a le triomphe effectivement des droits humains, et donc il y a un document là, qui prend en compte, qui est paru récemment, là, en 2023, Mon parcours handicap, qui est le site officiel pour les personnes en situation de handicap, qui rappelle que la sexualité est une liberté fondamentale pour tous, qu'on peut avoir des relations amoureuses et sexuelles avec qui on le souhaite, etc., etc. Donc il y a un droit. Le droit est reconnu depuis longtemps. Hein, je veux dire, ce droit est reconnu. Je rappelle aussi donc, cette définition sur la justice sexuelle qui vient d'être publiée il y a quelques jours par l'Association mondiale pour la santé sexuelle, donc, et qui va au-delà de la question des droits sexuels, si vous voulez. La question de la justice, c'est une interrogation des systèmes, si vous voulez, des systèmes de gestion. C'est-à-dire, c'est pas la question de respecter, de promouvoir des droits, c'est de modifier les conditions qui agissent en faveur de l'inégalité des personnes et qui constituent des obstacles. Alors, je voudrais faire une proposition un peu utopique ou peut-être démentielle, liée à mon gâtisme. Hein, je suis un boomer, hein, ok boomer, hein, comme on dit. Dans les années 70, le sociologue Robert Castel avait publié tout un travail. Il avait analysé les formes de désinstitutionnalisation, c'est-à-dire les gauchistes, hein, je veux dire, le groupe d'information sur les prisons, le groupe d'information sur les asiles, hein, tous ces gens-là travaillaient à la fermeture des institutions. Si vous voulez. Donc, il y a eu deux façons de fermer les institutions. Il y a eu celle de Ronald Reagan, ce grand gauchiste qui a décidé de fermer tous les hôpitaux psychiatriques. Et donc les rues de New York ont été habitées par les sans domicile, les fous, les malades mentaux, qui sont sortis et qui se sont retrouvés du jour au lendemain sans rien. Et il y a ce qu'on a appelé la désinstitutionnalisation à l'italienne, qui est partie du psychiatre Franco Basaglia de l'hôpital de Gorizia dans la région de Trieste aux États-Unis, et qui a abouti à la loi 180 en 1978 en Italie, qui réforme la psychiatrie et qui incite à la fermeture progressive des hôpitaux psychiatriques. C'est-à-dire, ça ne s'est pas fait complètement, j'ai visité cet hôpital en 1982, l'hôpital, le très bel hôpital San Giovanni, hein, à Trieste, qui a été mis en photo par Raymond Depardon, qui restait habité dans cet hôpital, finalement. Il restait ce qu'on appelle les vieilles gâteuses, hein, dans les hôpitaux, c'est comme ça qu'on les appelle, et le directeur de l'hôpital. C'était les seuls qui restaient. Tous les autres étaient retournés dans la cité, avec des accompagnements professionnels. Alors à l'époque, on était un peu choqués par ça, parce que ça fonctionnait avec beaucoup de médicaments, ce qu'on appelle la camisole chimique, pour que des psychotiques graves et autres pathologies mentales puissent survivre en ville, il fallait qu'ils aient une camisole mentale. Alors est-ce que c'est mieux d'avoir une camisole mentale qu'une camisole en coton, si vous voulez, ou les murs de l'hôpital, je ne sais pas. Donc la question utopique, hein, qui s'est réalisée dans les années 70, c'est-à-dire la fermeture des établissements, est-ce qu'elle peut être envisagée comme une perspective de discussion dans notre époque actuelle, plutôt que, vu que l'institution apparaît comme l'obstacle principal au bien-être et à la vie sexuelle des individus, faut-il continuer à mettre les gens, comme on dit, hein, dans des institutions? Et peut-on envisager la fermeture de ces établissements et la reconversion des personnels qui y travaillent en personnel d'accompagnement en ville? Voilà. Je vais en rester là. Merci pour votre attention. Un grand merci à vous, Alain Giamy.